On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va faire un peu de RE. On va voir nos quelques outils pour décompiler, compiler, extraire les firmware, modifier les firmware, installer des implants. Non, je déconne, pas encore. Donc, le CTF a l'air plutôt sympa. Encore une fois, on va ne faire que survoler. Je vous redirigerai vers une vidéo que j'avais déjà faite où on récupérait le firmware d'un routeur pour l'analyser. Si vous voulez connaître plus en longueur les outils qu'on va utiliser, outils que vous devrez connaître sur le bout des doigts, puisque vous allez vous en servir tout le temps. Mais avant ça, je vais quand même introduire, pour ceux qui ne connaissent pas, l'attaque de canal auxiliaire, puisque j'en ai parlé dans ma précédente vidéo. Et voilà, ça a aussi attrait au sujet qu'on va traiter aujourd'hui. Alors, on a vu analyseur logique. Je te disais qu'on peut s'en servir pour faire pas mal de choses, notamment ce qu'on appelle des SCA. C'est tout simplement des attaques par canaux auxiliaires. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Je peux analyser la puissance. Analyser la puissance d'un signal, et ça pourrait éventuellement, me permettre de décoder des bits de la clé RSA. On a des pics de variation de puissance au niveau du processeur pendant l'algorithme, sans multiplication. Et pendant la multiplication, je vois que c'est pas les mêmes courbes. Je peux peut-être les étudier pour casser et tout simplement pour lire les 0 et les 1. D'accord? Donc on va pouvoir s'attaquer directement en bas niveau à des algos, puisque, encore une fois, votre algo peut être robuste en termes mathématiques, algorithmiques, mais après il peut y avoir souvent, c'est ce que font les agences de renseignement, il y a quoi? Il y a des portes dérobées, il y a des défauts d'implémentation. Et à chaque fois, c'est ce qu'on appelle l'affaiblissement en crypto dans le monde du renseignement. Alors, attaque par affaiblissement, vous en avez partout. Je peux vous citer le programme Bullrun de la NSA, qui fait que ça. Plus de 50 millions de dollars investis chaque année pour affaiblir tout ce que vous utilisez. Et puis il y a deux types de RSA. Ça aussi, il n'y a pas de gens qui le savent. Il y a le RSA qu'on utilise nous, pauvres mécréants, et il y a le RSA plus robuste, utilisé, réservé pour l'armée américaine, par exemple. Alors quelle est la différence entre les deux? Il y en a un qui est affaibli, qu'on peut péter, et il y a une clé prépartagée par RSA, même si on ne le dit pas. C'est-à-dire que, vous l'avez compris, les services de renseignement, l'armée américaine se réservent le droit de pouvoir accéder à tous les utilisateurs des clés de chiffrement RSA dans le monde. D'accord? Voilà, ça c'est des réalités. Je vous mettrai quelques articles de presse. Donc il faut bien comprendre ça. C'est un sujet un peu épineux, mais encore une fois, quand on parle de droit d'un État-nation, et puis de toute façon, je vous rappellerai que les 3 mathématiciens sont américains, travaillent pour les Wikileaks, et les Wikileaks travaillent étroitement avec le monde du renseignement et le complexe militaro-industriel. C'est un fait. Mais revenons à ce qu'on disait un petit peu, nos side channel attaques. Alors en sécurité informatique, une attaque par canal auxiliaire, c'est une attaque basée sur des informations supplémentaires qui peuvent être recueillies en raison de la manière fondamentale dont un protocole informatique ou un algorithme est implémenté. Plutôt que des failles dans la conception du protocole ou de l'algorithme lui-même, comme je vous le disais, les failles trouvées en cryptanalyse ou en algorithmie cryptographique peuvent être dévastatrices. On a toujours, encore une fois, comme je vous le dis toujours, vous avez une surface d'attaque. En tant qu'individu, vous avez une surface d'attaque. Votre ordinateur a une surface d'attaque. D'accord? Votre ordinateur a quoi? Une surface d'attaque, même à plein de surfaces d'attaque. Il a une surface d'attaque au niveau de son matériel, il a une surface d'attaque au niveau de sa couche logicielle, au niveau de son système d'exploitation, au niveau des algorithmes qu'il utilise, au niveau de la cryptographie qu'il utilise, au niveau des puces qu'il utilise. Donc, on pense tout le temps à une unique surface d'attaque. Mais après, cette immense surface d'attaque en cybersécurité, vous allez pouvoir la décomposer en maintes et maintes autres surfaces d'attaque. Là, vous avez compris, on va s'intéresser à la surface d'attaque en termes de crypto et puis en termes de matériel, en bas niveau. D'accord? Et ça peut être dévastateur. Parfois, c'est des erreurs. Parfois, on va dire que c'est des oublis dans la mise en œuvre. La cryptanalyse, vous le savez, ça inclut également la recherche d'attaques par canal auxiliaire. Donc les informations de synchronisation, la consommation d'énergie, les EMI, les fuites électromagnétiques et le son sont des exemples d'informations supplémentaires qui pourraient être exploitées pour faciliter les attaques par canal auxiliaire. Alors, un petit exemple.
Vous savez que l'overclocking, bon, ça fait plus de 30 ans à peu près que ça existe. Et il y a quelques personnes un peu complotistes, on dirait aujourd'hui, qui se posent la question si tout ça n'a pas été poussé, encore une fois, par l'armée américaine. Pourquoi? Puisqu'un processeur, typiquement, en fait, il va fuiter des informations. Quand vous le surcadencez, vous le faites tourner plus vite. Le problème, c'est que vous êtes en train de jouer en bas niveau sur un signal électromagnétique, une horloge. Cette horloge, elle peut tourner plus vite, mais elle a des spécifications d'usine. D'accord? Alors, certes, vous pouvez cadencer la puce plus rapidement, mais encore une fois, tout va dépendre de comment vous faites, mais il y a deux types d'erreurs. C'est que, la puce va être instable. C'est les gens qui savent pas overclocker qui vont se retrouver tout simplement, non seulement avec un PC instable, mais qui va faire fuiter des données parce qu'il est instable, justement. Et ensuite, il y a un deuxième type, c'est les PC overclockés sont encore plus susceptibles de générer et de pouvoir être attaqués par des attaques de canaux auxiliaires. Pourquoi? Parce qu'on essaye de minimiser le bruit, comme on l'appelle. Je vous ai dit, les informations de synchro, consommation d'énergie, fuite électromagnétique, elles vont être amplifiées par l'overclocking. Et ça sera beaucoup plus facile d'attaquer une machine qui est overclockée. On a eu des articles il y a quelques années là-dessus. C'est intéressant. Donc encore une fois, à qui profite le crime? Je vous laisse réfléchir. Et voilà, votre équipement vous fait du bruit. Il y a des fuites électromagnétiques, il y a une consommation d'énergie. En fonction de ça, je sais que ton cache de ton processeur, en fonction de s'il fait des soustractions, des multiplications, s'il calcule des nombres premiers, eh ben, il va pas faire le même bruit, il va pas y avoir les mêmes fuites électromagnétiques, il va pas y avoir la même consommation. Et je sais que ton cache, quand il se vide, il va prendre un certain temps. Quand il se remplit, il va prendre un certain temps. Quand il calcule sur des flottants, il va prendre un certain temps. Il va se resynchroniser. Tout ça, ça va me permettre de faire, vous l'avez compris, des attaques par canal auxiliaire. Alors, on a ce principe. Il y a du bruit, il y a du bruit électromagnétique, donc ça c'est invisible, mais on a des sondes pour récupérer les fuites électromagnétiques. Là, on rentre dans l'intelligence des signaux, ce qu'on appelle le SIGINT. En français, on appelle ça le ROM, renseignement d'origine électromagnétique, dans le monde du renseignement. Et le cold wine, vous connaissez tout ça. Votre carte 3D, quand elle est Elle est très sollicitée. Il y a quoi? Il y a les condensateurs, les MOSFET, les VRM, les étages d'alimentation qui vont faire un bruit parfois désagréable. C'est pour ça qu'il y a des gens qui supportent pas le cold wine. Et en effet, ça, si vous jouez pas avec un casque, vous pouvez l'entendre, ce cold wine. Ce cold wine, on peut l'analyser. Et ça va peut-être faire fuiter des informations. Alors, vous imaginez bien qu'en fonction de la partie de l'ordinateur qu'on va attaquer, on pourra faire fuiter, si c'est dans les puces type TPM qui gèrent de la crypto, on va pouvoir faire fuiter vos clés de chiffrement. D'accord? Mais on verra. J'ai dit que je ferai une vidéo dédiée. D'accord? Donc certaines attaques par canal auxiliaire nécessitent une connaissance technique du fonctionnement interne du système. Donc ça demande beaucoup de connaissances. On va faire de la rétro-ingénierie en black box, c'est-à-dire avec aucune connaissance, un travail de longue haleine. Il va falloir récupérer toutes les spécifications des puces sur internet, faire de l'OSINT, récupérer le maximum de documentation et après rétro-ingénierie avec le peu de connaissances qu'on a, on va travailler en bas niveau. On va faire des dumps mémoire et on va essayer de comprendre qui fait quoi. D'accord? Donc ça demande du matos. En électronique, je vous dis, il faut un putain de laboratoire qui coûte extrêmement cher. Et après, il faut des solides connaissances en rétro-ingénierie et pouvoir émuler ces circuits. On va essayer de racheter les mêmes puces pour essayer de copier le fonctionnement, essayer de le comprendre en laboratoire. Donc avec l'essor des applications web 2.0 et des logiciels en tant que service, comme on les appelle aujourd'hui, ça a également augmenté les possibilités d'attaque par canal auxiliaire sur le web. Même lorsque les transmissions entre un navigateur web et un serveur sont chiffrées, vous connaissez le HTTPS, d'accord, ou le Wi-Fi. On a des chercheurs du Microsoft Research et de l'université de l'Indiana qui ont prouvé que malheureusement, on avait encore de nombreuses attaques sur ces canaux. On peut utiliser ce qu'on appelle des méthodes statistiques. On a Paul Kocher qui a travaillé là-dessus. Je vous mettrai des liens. Et le but, c'est de casser un cryptosystème, donc un système qui permet de la crypto, qui permet du chiffrement, en trompant ou en contraignant des personnes ayant un accès légitime. C'est considéré comme des attaques par ingénierie sociale, pas comme des attaques par canal auxiliaire. D'accord? Donc, soit on va vraiment attaquer et faire
ces attaques de canaux auxiliaires, soit on peut feinter. J'ai deux possibilités. Pourquoi? Pour comprendre le fonctionnement de ton coffre-fort, je peux l'analyser, d'accord? Je peux demander à un serrurier d'essayer de l'ouvrir, de le forcer. Hein, je peux mettre un pain de C4 et le faire exploser, mais je risque pas de récupérer ce qu'il y a dedans. Ou je peux demander à des ingénieurs de quoi? De faire de l'ingénierie sociale et de récupérer la clé. Hein, si jamais tu l'as, pourquoi m'attaquer à ton coffre-fort si je peux m'attaquer à toi pour récupérer la clé? Hein, c'est ce qu'on appelle l'ingénierie sociale, vous connaissez. Et la cryptanalyse, alors c'est ce qu'on appelle le rubber hose cryptanalyse. Alors, c'est un euphémisme pour l'extraction des secrets cryptographiques, par exemple le mot de passe d'un fichier chiffré d'une personne, soit par la contrainte, soit par la torture. Hein, mais pourquoi on utilise ça? Pourquoi cryptanalyse à coup de tuyau en caoutchouc? C'est parce que un tuyau en caoutchouc, si tu te le prends dans la tronche, ça peut faire mal. Donc on a deux techniques. Je vous dis toujours coercition, manipulation pour récupérer ta clé. Je vais m'attaquer à toi ou je vais m'attaquer à ton matériel. Deux possibilités. Donc c'est ironique, mais les implications sont graves. Dans les cryptosystèmes modernes, le maillon le plus faible, c'est tout le temps l'utilisateur humain. Je vous dis toujours, les débutants s'attaquent au matériel, aux ordinateurs. Les experts s'attaquent à l'être humain. Une attaque directe contre un algo de chiffrement, il va falloir faire ce qu'on appelle, donc vous connaissez les courbes elliptiques, qui casse les courbes elliptiques, casse, affaiblit RSA. Je sais ce que je vous disais en préambule. La NSA, le CGHQ passe son temps à casser des courbes elliptiques. Allez, on a des techniques de collision aussi qui peuvent être utilisées pour affaiblir l'algorithme. Si on arrive à l'affaiblir, on arrive à casser l'algo, on arrive à lire les secrets. On va faire très simple. Donc une attaque directe contre un algorithme de chiffrement, les protocoles cryptographiques utilisés, c'est quand même très coûteux et difficile. D'accord? C'est les meilleurs qui arrivent à faire ça, et généralement c'est un État-nation. D'accord? Donc pourquoi faire ça? Investir quoi? Des dizaines de scientifiques qui vont travailler là-dessus? Des centaines? Des milliers? Je préfère quoi? Cibler les personnes. D'accord? Et je vais peut-être remplacer quoi? La petite puce sur ton ordinateur qui est censée te protéger, je vais en mettre une autre, la même, sauf que j'aurais installé une porte dérobée dedans. C'est ce que fait la NSA. Donc de nombreux cryptosystèmes et systèmes de sécurité sont conçus avec un accent particulier sur le maintien de la vulnérabilité. Alors si on parle un peu de cryptographie avec les publics, imaginons qu'on a attaquant-défenseur. Le défenseur, lui, il a la clé. D'accord? Il la garde pour lui. Il va pouvoir s'en servir pour chiffrer le message. Mais pas la clé de chiffrement, de déchiffrement nécessaire pour la déchiffrer. Donc le problème ici, c'est que le défenseur peut être incapable de convaincre l'attaquant d'arrêter la coercition. S'il se fait torturer, ça va être compliqué. Et dans le chiffrement à déni plausible, je vous avais parlé du plausible deniability, on va utiliser une seconde clé qui va être créée et qui déverrouille un deuxième message convaincant, mais relativement inoffensif. Des écrits apparemment personnels, exprimant des pensées ou des désirs déviants d'un certain type, qui sont légaux mais quand même tabous, de sorte que le défenseur peut prouver avoir remis les clés, alors que l'attaquant reste inconscient du message principal. Donc c'est des techniques, encore une fois, d'intoxication, de manipulation, techniques, encore une fois, pour ne pas donner le vrai secret, on va préparer des leurres et on va intoxiquer la partie adverse avec des leurres. On va créer de faux vrais messages. Comme ça, l'attaquant vous laissera en paix. Il pensera avoir récupéré toutes les informations vous concernant, sauf que toutes ces informations ont été créées de toutes pièces. C'est une légende. Donc, le concepteur s'attend à ce que l'attaquant ne s'en rende pas compte et renonce aux menaces ou à la torture réelle. Vous allez même pouvoir laisser ça pour éviter qu'il y ait de la coercition contre vous. D'accord? Ça sera votre porte de secours. Un kill switch. Encore une fois, ça va dans les deux sens. Et ça pourrait être un leurre. Et s'il ne connaît pas la clé, encore une fois, ça peut être dangereux pour vous. L'attaquant peut refuser d'arrêter de contraindre le défenseur, même si une ou plusieurs clés sont révélées. Et si jamais vous êtes vraiment dans une mauvaise situation, si l'attaquant sait que vous bluffez ou qu'il ne récupérera jamais la clé, vous risquez de finir 5 pieds sous terre. Donc voilà, technique utilisée dans des gens qui font des métiers un petit peu à part. Et tout ça, c'est lié. Mais revenons à ce qui nous intéresse. On parlait des side channels.
Donc je vous disais, soit on s'attaque à la personne, soit on s'attaque au matériel. Les classes générales d'attaque par canal auxiliaire, c'est les attaques de cache, basées sur la capacité de l'attaquant à surveiller les accès aux caches effectués par la victime dans un système physique partagé, dans un environnement virtualisé ou un type de service cloud. Ensuite, les attaques de synchro, comme son nom l'indique, c'est des attaques dites temporelles. On va se baser sur la mesure du temps nécessaire à divers calculs, comme la comparaison de mots de passe donnés par un attaquant avec le mot de passe inconnu de la victime. Encore une fois, ta base de données, elle va mettre un certain temps pour m'authentifier si j'ai le bon mot de passe. À l'inverse, ta base de données va mettre un autre certain temps pour me jeter du système et me dire que l'utilisateur n'existe pas ou que le mot de passe est faux. Je vais pouvoir me servir de ce timing, attaque temporelle, pour commencer à faiser la base de données. Je sais que si je teste fais une attaque de brute force, au niveau de la longueur, en octets, au niveau de mes requêtes, de mes réponses, je vais avoir quelque chose qui va différer. C'est comme ça qu'on fait nos attaques via Burp Suite, notamment. Et pas que. Attaque de surveillance de l'alimentation. Encore une fois, consommation d'énergie variable du matériel pendant le calcul, c'est pas bon et ça va nous permettre de faire des attaques de side channel. Ça tombe bien, vos équipements sont bourrés de puces qui font varier la consommation d'énergie. Alors c'est bien, ça permet de sauver la planète et ça permet aux agences de renseignement d'affaiblir tous vos ordinateurs pour pouvoir les attaquer. Ensuite, attaque électromagnétique. Attaque basée sur les fuites de rayonnement électromagnétique qu'on appelle EMI. Je vous ai parlé des attaques Tempest. On est dessus. Ça permet de fournir directement des textes en clair et d'autres informations. De telles mesures peuvent être utilisées pour déduire des clés cryptographiques en utilisant les techniques équivalentes à celles de l'analyse de puissance et peuvent être utilisées dans des attaques non cryptographiques, les fameuses attaques Tempest, T-E-M-P-E-S-T. Donc, dans le monde militaire, Tempest, c'est la surveillance des radiations. Je peux te voler des informations à travers un mur. D'accord? Récupérer des données, exfiltrer des données. D'accord? Je peux savoir tout ce que tu tapes sur ton clavier, comment tu bouges ta souris et les images qui sont sur ton écran. Écran cathodique, super facile. Écran LCD, super facile. Écran plasma, super facile. OLED, je sais pas. Donc voilà. Et on va pouvoir récupérer un flux vidéo. Caméra de surveillance en circuit fermé. On peut récupérer le flux vidéo à plusieurs dizaines, voire cinquantaines de mètres, voire centaines de mètres. D'accord? Technique utilisée pour quoi? Espionner les ambassades à l'étranger. D'accord? Par différents services. Cryptanalyse acoustique. Attaque qui exploite le son produit lors d'un calcul. Je vous disais, un peu comme l'analyse de puissance. Analyse différentielle des défauts. Les secrets sont découverts en introduisant des défauts dans un des calculs. Intéressant. Et rémanence des données, dans laquelle les données sensibles sont lues après avoir été supposées supprimées. Donc on va faire une attaque par démarrage à froid, attaque de cold boot, et vous savez qu'on prend vos barrettes de RAM, je mets de l'air sec dessus, ou je les mets dans de l'azote liquide, et ça me laisse 45 minutes pour bosser sur quoi? Vos secrets. Qu'est-ce qu'il y a? Vos mots de passe, vous les avez tapés, mais il y a des artefacts en RAM. D'accord? Vous avez des clés de chiffrement. Les clés de chiffrement, elles ont transité en RAM. On va les voler et on va s'en servir. Qui volent vos clés de chiffrement usurpent votre identité. Accède à vos secrets. Liste d'autorisation. Attaque basée sur le fait que les appareils, au niveau des listes d'autorisation, qu'est-ce qu'on a? Tiens, je pense au Mac, les adresses Mac. D'accord? Et puis, ça va nous permettre de comprendre la communication entre les appareils autorisés, renvoi de réponse, et non autorisés. D'accord? Ne répondons pas du tout aux autres appareils. Donc, principe de broadcast ou pas. Et on peut faire une attaque de side channel sur une liste d'autorisation pour suivre les adresses MAC Bluetooth. Techniquement utilisé, on pourrait s'en servir pour quoi? Tout simplement pour vous fliquer pendant le Covid ou quoi? Pour espionner dans un métro. On va pouvoir récupérer toutes les adresses MAC Bluetooth et si vous connaissez l'adresse MAC Bluetooth de votre cible, vous pouvez la suivre à la trace. Vous n'avez même pas besoin de faire une filature, d'accord? Vous pouvez à quelques centaines de mètres récupérer avec du bon matos tout simplement l'adresse MAC Bluetooth de votre portable.
ok, de votre smartphone, de votre ordinateur, peu importe. Et on va faire un nuage de points et on va cartographier, d'accord? Et puis on peut mettre ça dans les véhicules, faire du SIGINT et se balader un peu partout sur Terre pour prendre des photos et enregistrer tous les accès, hein, Bluetooth, Wi-Fi, etc., etc. C'est ce qu'a fait quoi? Google, Google a fait ça pour le compte de la NSA et de la CIA avec quoi? Bah les Google Cars. D'accord? Vous utilisez Google Street View. Google Street View, c'est un projet militaire à la base. Optique. Bah pareil, les secrets et les données sensibles peuvent être lus par enregistrement visuel à l'aide d'une caméra haute résolution et d'autres appareils dotés de telles capacités. Je rappellerai que des chercheurs en SAR de Sarrebruck avaient réussi, grâce à une focale, une très bonne focale, à pouvoir lire le message, le mot de passe que tapait l'utilisateur et qu'est-ce qui s'était passé? L'utilisateur tape sur son écran, sur la mire de connexion. La mire de connexion se réfléchit sur sa rétine, son iris qui réfléchit sur son écran et ils arrivaient à des kilomètres à lire le mot de passe qui était réfléchi sur l'écran, qui était ensuite réfléchi sur la rétine. Donc je vous laisse imaginer les saloperies qu'on peut faire avec du bon matos. Et puis maintenant en plus on a de l'intelligence artificielle, machine learning, deep learning. Donc à partir d'une résolution déjà très haute, je peux encore améliorer le piqué, d'accord? Ce qui était encore une bouillie de pixels, ça va être amélioré, d'accord? C'est le cas notamment par les satellites d'observation, d'accord? On peut avoir une très bonne résolution, mais on va pouvoir décupler par 4, par 8, par 16, par 32 la résolution grâce à des algorithmes, d'accord? Donc si je te vois déjà en tout petit de l'espace, eh ben maintenant je peux voir tes moindres cheveux avec des algorithmes d'amélioration de l'image. Et ça permet de retraiter toutes les images, de toute façon qui sont floues. On va reconstituer les données à partir de données manquantes. Et ça, il y a plein d'algos qui sont assez dingues là-dessus. Donc dans tous les cas, vous avez compris que toute technologie suffisamment avancée est indiscernable de la magie. Et les gens qui font ça, ce sont des magiciens. D'accord? Et ça a de réels effets physiques causés, le fonctionnement d'un cryptosystème. On peut attaquer les secrets, donc ça rend caduque tous les systèmes de protection. Les textes en clair, complets, partiels, tout ce qui sera chiffré, ça c'est ce qu'on appelle de la dégradation secrète et c'est utilisé pour faire fuiter des clés de chiffrement via un canal auxiliaire. Donc les attaques de cache, vous savez qu'on a des unités dites de spéculation sur vos processeurs. Vous avez entendu peut-être parler de Meltdown, de Spectre en 2017. On a eu Zombieload, mais des attaques sur les caches, c'est ultra connu et ça permet de péter toute la crypto. Et c'est invisible pour la victime et ça peut même se faire à distance. D'accord? Attaque de synchro. Attaque SPA, DPA, analyse de puissance différentielle, DPA, analyse de puissance simple, SPA, émanation électromagnétique, EM, EMI, je vous en parlais, les ondes radio, les fluctuations du courant, on va pouvoir tout intercepter et faire ce qu'on appelle de l'intelligence des signaux. Puis attaque par canal auxiliaire basé sur le deep learning, l'apprentissage profond, d'accord? Les informations de puissance peuvent être démontrées et on peut casser la clé secrète d'un appareil avec une trace et une trace réseau et on peut, grâce au deep learning, attaquer tout ça. Donc c'est vieux comme le monde. La NSA révèle que dès 1943, un ingénieur de chez Bell Téléphone a observé des pointes indéchiffrables sur un oscilloscope associé à la sortie décryptée d'un certain télétype de cryptage. D'accord? On a l'ancien officier du MI5, Peter Wright, qui a écrit sur les émissions des équipements de chiffrement français dans les années 60. D'accord? Tout le monde s'espionnait de toute façon. Donc voilà, il y a beaucoup de choses. On a des attaques par canal auxiliaire optique. On va récupérer l'activité d'un disque dur, un petit nombre de photons émis par les transistors lorsqu'ils changent d'état. Invisible pour vous, visible pour eux. Ok, les LED. Les LED, j'en parlerai, mais le clignotement d'une LED sur une baie serveur, sur un disque dur, ça permet aussi d'extraire et d'exfiltrer des clés de chiffrement via une simple LED. D'accord?
haut-parleurs, tous les capteurs que vous avez dans vos smartphones, on peut s'en servir aussi pour faire du renseignement, pour faire des attaques de canaux auxiliaires. On peut détourner toute la technologie. Hein. Vous avez des anémomètres, vous avez parfois des gyroscopes, hein, des accéléromètres. Ces accéléromètres, on peut les transformer en micro. On peut faire tout et n'importe quoi en fait. Il suffit de connaître. Alors, les contre-mesures, on y viendra, hein, mais on a des sortes de sémaphores, des cages de Faraday, hein, dans certains établissements, j'en viendrai. Hein, on va isoler les murs, on va blinder, hein, on a des blindages spéciaux pour réduire les émissions électromagnétiques. Hein, c'est pour empêcher ces fameuses attaques tempête, le filtrage des lignes électriques, hein, tout le bruit, hein, et pareil, des communications. Ça peut, en fonction des matériaux, aller très loin. On peut récupérer des informations d'un réseau de lignes électriques à partir de canalisations, hein, en métal ou en plomb et à plusieurs centaines de mètres. Il y a des histoires assez faux-folles, d'accord? Donc ça compromet la sécurité, c'est pour ça que je vous parlais des ambassades, mais également tout ce qui est secret, top secret, bien sûr, hein, on va avoir des boîtiers physiques qui vont réduire l'installation clandestine de microphones, hein, tout ce qui est attaque acoustique, microsurveillance, consommation d'énergie du processeur d'imagerie thermique, on va avoir des matériels anti-tempête avec des normes tempête, hein, pour empêcher toutes ces attaques de la part d'un adversaire, et le but c'est de éliminer ou réduire la divulgation des informations et la relation entre les informations divulguées, les données secrètes, c'est-à-dire rendre les informations sans rapport ou plutôt non corrélées aux données secrètes. D'accord? Une forme de randomisation, de rendre aléatoire un texte chiffré qui transforme les données d'une manière ou une autre, hein, et qui peut être annulé aussi, hein, en termes d'opérations cryptographiques. C'est-à-dire qu'on va pouvoir déchiffrer tout ça. On peut brouiller aussi, hein, le canal émis avec du bruit, donc ça c'est des attaques, c'est de la défense proactive, hein. On va faire de la guerre électronique, électromagnétique, hein. On peut ajouter des délais aléatoires pour empêcher les attaques au niveau du timing, hein, de chronométrage temporel, mais on peut quand même compenser les retards, hein, avec la moyenne de plusieurs mesures. Donc là c'est tout l'art justement de l'analyse forensique en très bas niveau, hein, et la quantité de bruit dans un canal latéral augmente. Du coup, l'adversaire doit collecter plus de mesures, d'accord? Et c'est le principe de la guerre électronique. Quand vous voulez quoi? Vous voulez peut-être brouiller, je sais pas, un système d'armement, d'accord? Un missile, d'accord? Le missile, s'il a un capteur infrarouge, je vais essayer d'envoyer des signaux, hein, qui vont contrer la tête chercheuse, hein. Si c'est un laser, si c'est de l'infrarouge, du capteur infrarouge, si c'est quoi? C'est un capteur radar actif, hein, je vais peut-être brouiller, hein. J'ai des plages sur lesquelles je sais que la tête chercheuse du missile opère et je vais travailler sur ces gammes de fréquences pour justement générer un bruit, hein. C'est le principe en électromagnétique, grosso modo. Si vous arrivez à produire la même onde inverse, hein, avec la même intensité et la même courbure, ça va annuler, d'accord? Là on rentre dans le monde de la guerre électronique, hein. Ça permet de défendre un avion, ça permet de défendre du matériel de guerre. Ça permet de brouiller les communications. Ça permet de rendre des communications inopérantes. Ça permet de faire apparaître du matériel là où il n'est pas, hein, des fantômes, des leurres. Ouais. Donc on a plein de techniques, hein, mais là on part dans plein de sujets qui sont connexes au monde militaire et c'est très intéressant, mais malheureusement moi vous le savez, je ne suis qu'un petit civil. Donc voilà, on pourrait en parler pendant des heures, hein, je reviendrai dessus, mais voilà. Le RSA, comment on peut le casser? C'est déjà cassé. Tu veux XORer, il y a moyen de d'exorer, hein. Et le problème, c'est que voilà, c'est des techniques qu'on utilise, hein, le XOR, partage, ensemble de variables dites de partage, l'opération de XOR. L'attaquant, il doit récupérer toutes les valeurs de partage pour obtenir des informations significatives. Et c'est le but, hein, quand on veut casser des algos, de la crypto, pour récupérer tout ça, hein. Donc voilà, c'est sensible, hein, les attaques EM, attaques par canal latéral de puissance. Le problème, c'est que toutes les couches métalliques d'un circuit intégré peuvent agir comme des antennes. Et on peut s'en servir pour capter un signal, en fait. Et tout le matériel informatique que vous utilisez, tout ce qui est électronique, génère un bruit, en fait. C'est invisible pour vous, mais on peut le capter. Et en captant ça, on peut récupérer beaucoup d'informations. Donc, dans les systèmes évolués, on va utiliser un
ce qu'on appelle un cœur cryptographique, avec un circuit de suppression de signature, qui va, encore une fois, soit supprimer le bruit, il faut que ça soit totalement étanche, qu'on ne puisse pas capter les EMI, soit on va générer un bruit aléatoire ou pas, pour déguiser la signature, pour tromper l'analyse et la rétro-ingénierie. Mais n'oubliez pas que chaque matériel, c'est des composants qui vont faire fuiter les informations, c'est des couches métalliques au niveau de vos circuits intégrés qui peuvent malheureusement conduire à une puissance de signal et qui vont permettre d'attaquer par canal latéral EM ou EMI. D'accord ? Donc voilà. C'était une petite introduction. Maintenant, on va passer à ce qui nous intéresse aujourd'hui, plus terre à terre. On a réussi à récupérer le device ID dans la précédente vidéo, piratage matériel. On a vu qu'il y avait un message de synchro qui était passé en 9600 baud et on avait récupéré la clé de chiffrement qui pour nous était symbolisée par le flag. On avait vu le fonctionnement du SPI, de l'I2C et du USART. On va continuer, on va parler un peu firmware. Donc maintenant qu'on a récupéré les informations au niveau du firmware, on va pouvoir faire de la rétro-ingénierie. D'accord ? Donc, Elfmaxkidi a récupéré le matériel. Et le problème, c'est que c'est un firmware qui est chiffré. D'accord ? Donc, il va falloir trouver des points pour tester le matériel et comprendre. Donc, on va parler un peu exploitation de l'Internet des objets. Vous savez qu'ils sont omniprésents. Vous savez qu'ils ne sont pas sécurisés. Vous savez que on peut s'en servir comme des implants pour vous espionner. Et vous savez que ça peut être retourné par un acteur malicieux pour faire du renseignement sur vous, mais également pour attaquer d'autres parties de votre réseau, d'autres objets qui sont rattachés à ces objets qui sont connectés. Et aujourd'hui, et ça va être pire dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, tout sera interconnecté. D'accord ? Donc ça sera parfait pour attaquer dans le cyberespace. On aura toujours un point d'entrée chez vous. Imaginez les conséquences. Ça va être de plus en plus compliqué d'être libre. Alors, on va parler un peu firmware. Au niveau du RE, technique pour extraire le code d'un firmware, extraire les clés chiffrées, cachées, dans un matériel qui est chiffré, dans un firmware, ça peut être intéressant pour les services compétents. Et on va modifier et recréer un firmware. Je vais pouvoir mettre à jour mon firmware, mais je vais pouvoir installer aussi une porte dérobée dans ton firmware. Coucou, la NSA. Alors, on va parler un peu d'ingénierie, de rétro-ingénierie au niveau des firmwares. Alors, ingénierie inverse du micro-logiciel. Chaque système embarqué, on parle de embedded en anglais, tel que des caméras, des routeurs, des montres intelligentes, possède un micro-logiciel préinstallé. D'accord ? Techniquement, il a son propre ensemble d'instructions qui va fonctionner sur le processeur du matériel. Le firmware permet cette interconnexion. D'accord ? Le matériel doit communiquer avec d'autres logiciels qui sont exécutés également sur l'appareil. Donc notre firmware fournit un contrôle en bas niveau pour le concepteur, développeur et apporte des modifications au niveau racine, route en bas niveau. Donc mes deux choix, pourquoi ? Pour installer des portes dérobées. Coucou. Ingénierie inverse. Donc il va falloir comprendre le code, comment il a été construit, ce qu'il fait. L'ingénierie inverse de micro-logiciel, ça extrait le code d'origine du fichier binaire de notre micro-logiciel et ça vérifie que le code n'exécute aucune fonctionnalité malveillante ou involontaire comme les appels au niveau des communications réseau qui pourraient être indésirables. L'inversion du micro-logiciel, donc la rétro-ingénierie est généralement effectuée pour des raisons de sécurité, s'assurer l'utilisation sûre des appareils qui peuvent présenter des vulnérabilités critiques conduisant à une éventuelle exploitation ou fuite de données. Considérer une montre intelligente dont le firmware est programmé pour envoyer tous les messages entrants, les emails, à une adresse IP spécifique sans aucune indication à l'utilisateur. Ça serait magnifique. Ou ces agents secrets qui se sont fait péter parce qu'ils avaient des montres intelligentes, pourtant c'est leur métier, on leur a appris les règles de l'obsèque et comme ils faisaient un footing avec leur montre intelligente, on a pu savoir où est-ce qu'ils travaillaient, à quel endroit, et ce qu'ils faisaient. D'accord ? Voilà. Un truc qui me vient à l'idée, c'était il y a quelques années chez nous. Donc, étape de reversion du micro-logiciel. Et puis pensez, le firmware c'est bien pour installer des portes dérobées, mais tu peux rétro-ingénierer le firmware, tu vas rien trouver dedans. Pourquoi ? Parce que je t'ai dit, on va s'attaquer encore plus bas. Qu'est-ce qu'il y a plus bas ? Et tu pourras pas le voir, on a des milliers de strates au niveau du silice, le silicium, tes puces.
dans tes puces, on va installer des portes dérobées matérielles. Et ça, c'est impossible à détecter si c'est bien fait. D'accord? C'est tellement petit. Tellement petit. Et puis quand tu as des firmwares qui font quoi? Des milliards de lignes de code, hein, ça devient très compliqué. D'accord? Analyser un petit firmware, c'est cool. Analyser des milliards de lignes de code, c'est très compliqué. D'accord? Et plus c'est en black box, plus c'est difficile. Et de par ses natures, pour empêcher l'espionnage industriel, économique, technique, hein, bah, ça va être très dur de récupérer des informations. Donc, tu seras très souvent en audit qu'on appelle en black box, hein, en ingénierie. C'est-à-dire que tu pars à poil et c'est à toi de tout faire pour rétro-ingénierie. Alors, le firmware, c'est d'abord obtenu via le site du fournisseur. Certes, hein, on peut aller télécharger le firmware d'un routeur et pour l'analyser. Hein, on avait fait ça dans une des vidéos. Je vous la mettrai en description si vous voulez voir un peu comment j'avais procédé. Ensuite, le firmware obtenu doit être extrait. Hein. C'est généralement un fichier binaire. On va utiliser Binwalk. Hein, je vous l'avais déjà présenté, mais on va le réutiliser. Ça permet d'analyser pour déterminer ce qu'on appelle le bare metal. Hein. Donc, il est directement implémenté sur le matériel ou il est OS-based, hein, basé sur un système d'exploitation. Hein, je vous rappellerai toujours un matériel ou un hyperviseur. Il y a deux types. Hein, il y a l'installation bare metal, c'est directement sur le matériel. Et à l'inverse, vous avez une installation sur un système d'exploitation qui, lui, est à part. Et va faire tourner tout ça plutôt que le matériel directement. Vous l'avez compris. Donc on va voir si le firmware est chiffré ou s'il est paqué, empaqueté. Donc chiffré, c'est le plus difficile à analyser. Il faut une solution de contournement délicate. Inverser, faire de la rétro-ingénierie sur les versions non chiffrées, ça peut être possible parfois. Il y a peut-être des preuves de concept, il y a peut-être des prototypes dans la nature du firmware qui n'a pas été chiffré. On l'a chiffré quand il est passé en production, d'accord? Est-ce qu'on peut pas trouver des prototypes, les voler, pour faire de la rétro-ingénierie sur les prototypes, pour mieux comprendre en fait les versions de production, où je peux faire des attaques matérielles. Maintenant, tu connais les SCA, les attaques de canal auxiliaire, SCA, Side Channel Attack, d'accord? Ça va me permettre de récupérer les clés de chiffrement. Une fois le firmware chiffré, déchiffré, on a différentes techniques et outils qui sont utilisés pour faire de l'ingénierie inverse, de la rétro-ingénierie qui est basée justement sur ce type. Alors, deux techniques, exactement comme l'analyse de malware, on a quoi? On a l'analyse de firmware, de micro-logiciels qui est réalisée grâce à une analyse statique et une analyse dynamique. Ça tombe bien. Vous savez maintenant de quoi on parle. Alors, analyse statique. Examen essentiel du contenu du binaire, exécution du processus de rétro-ingénierie, lecture des instructions de montage, comprendre les fonctionnalités, les implémentations qui sont faites, et on a plusieurs utilitaires sous Linux qui nous permettent de faire le taf. D'abord, le plus important, Binwalk. Vous vous en servirez tout le temps. On peut extraire des informations du micro-logiciel, du firmware, des extraits de code dans n'importe quel binaire. On s'en sert quand il y a de la stéganographie pour extraire du code à partir d'un autre code. Si jamais il y a des poupées russes, si on a des extensions polymorphes, etc., on va pouvoir jouer sur les signatures. En tout cas, Binwalk vous permet d'extraire du code dans n'importe quel binaire en recherchant des signatures avec de nombreux formats standards qu'on connaît. Qu'est-ce qu'on a en binaire standard? Le zip, le tar, l'exe, le LF, d'accord? L'objectif, c'est d'utiliser cet outil pour extraire le FS, le système de fichiers. On a quoi? Vous connaissez sous Linux, on a Squash HFS, on a Squash FS, on a YAF FS2, on a CramFS, EXTFS, JFS2. D'accord? Donc tout ça, ça va être intégré au binaire du firmware et le système de fichiers possède tout le code de l'application qui s'exécutera sur l'appareil. Donc après, vous l'avez compris, on va pouvoir monter le système de fichiers, l'émuler et on va pouvoir travailler comme si le matériel était vivant, qu'il était allumé en fonctionnement. D'accord? Et on va pouvoir commencer à rétro-ingénierie. Ensuite, on a FMK, c'est ModKit.
du firmware, hein, firmware modkit. C'est utilisé spécialement pour les firmwares. Il va extraire le firmware à l'aide de Beanwalk et ça va nous sortir un répertoire avec tout simplement le FS, le système de fichiers du firmware. Une fois le code extrait, on peut modifier, déposer, reconditionner le fichier binaire avec une seule commande. On peut injecter une porte dérobée et reconditionner le matériel et le renvoyer à la cible. C'est ce que font les agences de renseignement. C'est ce que font la NSA, ou le FBI. Tu vois, quand tu commences à être connu un peu partout pour tes talents, en informatique, on peut éventuellement, quand tu commandes des choses sur Amazon, t'installer des petites portes dérobées comme ça en passant. Et puis même le livreur, t'inquiète pas, ça sera leur livreur qui va venir te livrer, mais t'inquiète pas, il aura la casquette et tout, il sera habillé, il aura le beau petit camion, et puis ça sera Chronopost, ou, tu sais, tous les livreurs USP qui viendront te livrer du matériel tranquillement, direct à la maison. D'accord? Et on va bien s'occuper de toi. Donc, Firmwalker, recherche de système de micro-logiciels, extrait des chaînes et répertoire unique, ETC Shadow, UTC PassVD, ETC SSL, ou, je sais pas, des mots de clés spéciaux. Qu'est-ce que je peux lui dire? Admin, root, password, et puis on va essayer d'exploiter les binaires vulnérables, SSH, Telnet, Net4. D'accord. Ensuite, analyse dynamique. On a QEMU et GDB, le GNU Debugger. Alors, l'analyse dynamique du micro-logiciel, ça consiste à exécuter le code du micro-logiciel sur le matériel. Je vous l'ai dit, on va l'émuler, et observer son comportement, soit via du débogage basé sur le matériel, le logiciel, et soit via l'émulation, ou les deux généralement. D'accord. L'un des avantages importants de l'analyse dynamique, c'est qu'on va pouvoir analyser la communication non intentionnelle, comme on l'appelle, sur le réseau pour identifier des vols de données. On va voler les données, on a des outils qui sont utilisés couramment pour l'analyse dynamique. On a QEMU, QEMU, que vous connaissez tous, qui est un émulateur gratuit open source qui permet de travailler sur des environnements multi-plateformes. Ça permet d'émuler le firmware binaire avec différentes architectures, des machines RISC avancées, ARM, les microprocesseurs sans étage de pipeline verrouillé, ce qu'on appelle des MIPS, bref, n'importe quel système. Si on arrive à émuler le système complet, ou on peut faire une simple émulation de binaires, de fichiers ELF. Vous savez que les binaires sous Linux, c'est pas des exe, EXE, c'est quoi? C'est le format exécutable et liable, ce qu'on appelle l'ELF, Linkable Executable Format. Ok? Et on a d'autres plateformes également. Et GNU, très bon outil, qui nous permet le débogage dynamique pour émuler un binaire, inspecter sa mémoire, ses registres. Ça prend également le débogage à distance, couramment utilisé pour faire de la rétro-ingénierie lorsque le binaire cible s'exécute sur un node distinct et que la rétro-ingénierie est effectuée à partir d'un node différent. On va pouvoir faire ça sur le réseau. Et GNU Debugger peut être militarisé aussi pour faire une parfaite petite porte dérobée dans ton Linux, une APT silencieuse. On va pouvoir avec ptrace, strace, GNU-DB militarisé, et je vais pouvoir voler tes secrets. D'accord? Je vous montrerai quand j'aurai le temps comment GNU Debugger peut voler et être utilisé comme un keylogger, pour voler tous vos secrets, tout simplement, puisqu'il accède au bas niveau, et il peut intercepter les syscalls. D'accord? Donc très dangereux. On peut s'en servir comme une arme, comme on peut s'en servir en défense. Donc après avoir récupéré l'identifiant de l'appareil, Max Kiddy, je vous disais, a extrait le firmware chiffré. Il nous l'a mis sur notre petit Linux. Et le problème, c'est qu'il y avait une version non chiffrée du firmware. Heureusement, elle l'a trouvé en ligne. C'est là-dessus qu'on va venir travailler. Alors, si on regarde un peu, on voit qu'on a bin and sign, et on a le firmware mod kit. D'accord? Donc bin, on a notre binaire du firmware. Donc on va venir récupérer notre binaire, on va travailler dessus, on va se servir de Beanwalk pour vérifier le chiffrement et voir si il peut être utilisé pour déchiffrer le firmware. Et ensuite on va utiliser FMK, bibliothèque, pour l'extraction et la modification du firmware. Une analyse d'entropie de fichier via Beanwalk, et puis on va voir si ça fonctionne ou pas. Donc on va aller dans notre bin and sign, donc on a notre firmware qui est juste là.
extract firmware, plus le nom du firmware. Ok. Donc on a notre target, on a notre somme MD5, le nombre de signatures en décimales. On voit que c'est un TP-Link firmware header. D'accord. Donc au niveau du header, déjà il nous donne l'information. Hein. On voit que c'est du Linux. On voit que c'est l'architecture MIPS dont je vous parlais. On récupère la version du firmware, TP-Link, header, ce que je vous disais, on voit l'algo de compression, LZMA, et on sait que ça fonctionne avec du SquashFS. Donc, on va s'extraire le SquashFS, on va se le monter, je pense. On va voir. Je sais pas s'il va le prendre. Ouais, il essaie alors, faut que je récupère le mot de passe de la machine. Ok, donc là, qu'est-ce qu'il a fait? Bah, il nous a extrait gentiment. Hein, c'est l'avantage de FMK. Il s'est servi de Beanwalk et il a extrait notre firmware. Surtout, je vous ai dit, la partie la plus importante, c'est quoi pour nous? C'est le système de fichiers. On va monter SquashFS. Maintenant, on va pouvoir se monter une petite partition et puis voir un petit peu ce qu'il y a. D'accord? Mais on a dit qu'on allait faire un peu d'analyse d'entropie avant de faire tout ça. Ok, donc là on a le firmware cette fois-ci qui est chiffré via du GPG. Alors, on peut demander à Beanwalk de l'analyser tout simplement. Voilà, Rising Entropy Edge, d'accord. Donc niveau d'entropie élevé, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le fichier il est chiffré et ça augmente le caractère aléatoire. Comment on peut le savoir? On peut partir sur... Il y a de plus en plus de chances que quoi? Que d'accord. Plus je vais taper, plus j'ai quoi? J'ai une corrélation au niveau de mon entropie. D'accord. On voit l'entropie qui change via ce qu'on appelle le scale de Shannon, via l'algo de Shannon. Et là, on voit que bah ouais, il y a de fortes chances que quoi? Que ça soit un message en anglais. Eh ouais, English text. D'accord. À l'inverse, il y a quoi? Très peu d'entropie, zéro. C'est quoi? No randomness, completely random string. Bah ça tombe bien, on a quasiment ça. Nous on est à quoi là? Au niveau de l'entropie, on est à 0,98, d'accord? Anglais standard entre 3,5 et 5, ça y est, on commence à être dedans. Il reconnaît que je suis en train de lui taper de l'anglais, d'accord? Et au-delà, on a quoi? Bah chiffré, compressé, donné. Au-delà de quoi? De 7,5. Donc pour simplifier, on pourrait dire que au niveau de l'entropie de l'information, c'est une unité de mesure et ça corrèle tout simplement le fait que la donnée peut être compressée ou pas. Est-ce qu'elle a été modifiée ou pas? Quelle est la nature de la donnée? Et est-ce qu'elle a été altérée? Est-ce qu'elle a été chiffrée? Etc. etc. D'accord? Entropie en hausse au niveau des bords, fichier chiffré, ça augmente le caractère aléatoire, donc bah on sait que ça va être problématique. Par contre, on a vu on a heureusement notre version plus ancienne, non chiffrée, que nous a donné Max Kiddy, et avec elle, il n'y a pas de problème, on peut tout à fait extraire. C'est ce qu'on a fait, on a extrait tout simplement le firmware avec FMK. Maintenant, il nous faut rechercher des clés de chiffrement, d'accord? On a vu que c'est protégé avec du GPG, donc on doit trouver une clé publique et privée, d'accord? Si je dois paraphraser, pour déchiffrer en fait le firmware initialement signé, d'accord? Donc le firmware non chiffré est extrait avec succès, d'accord? Qu'est-ce que je peux faire à partir de là? On pourrait peut-être trouver des clés. Comment je peux extraire des clés? En utilisant un outil que vous connaissez tous, grep. Grep en récursif, insensible à la casse. On va aller voir un petit peu ce qu'on peut faire et parcourir en fait les répertoires, les sous-répertoires actuels. Donc là j'ai rien. Par contre, on est allé dans bin inside. Pardon. Voilà, pour FMK. Voilà, vous voyez. Donc on a une partie image, on a plein de trucs, une partie parts,
une partie logs, etc., etc. Pourquoi il veut pas no such? Attends. Qu'est-ce qu'il nous fait là? Si, c'est les... Là, il me laisse y aller, là. Voilà. Et là, vous voyez que dans le rootfs, on a quoi? Bah, on a le système de fichiers. Hein, comme si on était sur quoi? Bah, sur le firmware directement. D'accord? Enfin, sur le routeur, pardon. Puisque on bosse sur un routeur. Hein, c'est un TP-Link. Ok, intéressant. Qu'est-ce que je fais? Je vais là-dedans, à la racine, et on va interroger dans tous ces répertoires. Et je peux chercher un mot-clé qui s'appelle clé, tout simplement. Voilà. Donc on en récupère plein. Il y a clairement des clés de chiffrement, puisqu'on voit quoi? Hein? Les blocs typiques. De quoi? Bah, de chiffrement PGP via clé privée publique RSA. Donc, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut la paraphrase. Hein, on va paraphraser. Donc, c'est utilisé avec la clé privée pour déchiffrer un fichier. D'accord? Ce qui possède la paraphrase est le roi du pétrole. Santa 2022. Donc, on voit qu'on a un fichier secret.txt et on récupère tout ça. Donc, c'est un exercice, hein, je vous rassure, ça sera beaucoup plus difficile dans la réalité. Hein, c'est encore une fois un exemple pour vous montrer un petit peu le workflow, hein, le flux de travail quand on bosse là-dessus. Donc maintenant qu'on a quoi? On a localisé les clés publiques et privées, ainsi que la paraphrase. Qu'est-ce que je peux faire? Bah, je peux extraire grâce à ça. D'accord? Qu'est-ce qu'on va faire? On va charger la clé privée et je vais quoi? Bah, je vais lui demander de l'extraire. Et lors de l'importation de la clé privée, on va me demander quoi? Bah, ma paraphrase. Et je vais lui dire, ok, pas de problème, t'inquiète. Du coup, on est bon. Alors, comment on fait ça? GPG, on va importer les deux clés. Hein, il nous les faut, puisque bah, c'est du chiffrement quoi? Asymétrique. D'accord? Je vais lui dire quoi? Bah, tu vas dans le rootfs private key et tu le charges, en théorie. Moi, je suis où? Là, déjà, je suis déjà dans FMK. Ok. Total number processed. Il aime pas no such file. Alors, attendez. Je suis en train de me perdre tout seul. Okay, pourquoi tu veux pas aller dans mon rootfs? Voilà. J'ai merdé. Je vais le faire à la main. Rootfs. On a dit quoi? GPG. Private. Ok, là il l'a traité, secret key read. Maintenant on fait la même chose pour notre clé publique. On va le charger via GPG. Unchange, pourquoi t'es pas content? Ok, il l'a quand même importé. Comment on peut savoir ça? Alors, on va lister les clés GPG. On va lister les clés. List not secret key. Ok, on a bien ce qu'il faut. On voit que c'est du RSA en 3072. MaxKD, Shop UID. Et on a notre sec. On voit qu'elle expire en 2024. Donc l'avantage qu'on a, c'est que maintenant qu'elles sont chargées en mémoire, vous l'avez compris, hein, on a débloqué grosso modo quoi? La clé privée grâce à la passphrase, ça veut dire que maintenant on est en possession de quoi? Bah, de la clé privée qui peut être utilisée, d'accord? Elle est chargée en mémoire dans GPG et maintenant je peux dire quoi? Bah, je peux dire, écoute, on va dans le firmware qui nous intéresse, qui est quoi? Qui est chiffré, et je lui dis bah maintenant tu déchiffres puisqu'on a tout en mémoire. La passphrase on la connaît. Ah non, je suis allé un peu trop loin, trop vite. Donc on recommence notre étape sur celui qui a été déchiffré. Je vais pouvoir faire mon extract firmware, cette fois-ci sur le bon firmware qu'on vient de déchiffrer. Ok.
toujours un TP-Link. Est-ce qu'il y a une variation? C'est toujours un MIP, c'est toujours du Linux. Offset bootloader. Squash FS, Little Indian, compression 4, ouais. Ça, c'est le CRC 32 bits, ça, c'est pour la vérification. Firmware. Ok. Donc, ça y est, Max Kiddy a fait le boulot. Enfin, c'est nous qui avons fait le boulot. On a rétro-ingéniéré le firmware. Maintenant, il faut l'analyser. Analyse statique. Mais on a pu extraire les fichiers essentiels pour pouvoir faire l'exploitation de l'Internet des objets. Ça sera la prochaine vidéo. D'accord? Donc on voit que là, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait une attaque de downgrade. J'ai utilisé les clés qui ont été signées pour la version 1.0 du firmware. Et on a vu que la dernière version, la 2.2, était chiffrée. Et on a pu déchiffrer la 2.2 à partir des clés de chiffrement de la 1.0. D'accord? Ça, c'est une attaque. C'est pour ça que je vous disais, allez regarder les protos, allez voir s'il n'y a pas des petites clés qui se baladent dans la nature. Et vous seriez surpris de la réutilisation de clés de chiffrement dans l'industrie. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut regarder? Faire un peu de reco. On a vu qu'on allait dans FMK. On doit avoir notre nouvel ami. On va aller dans le RouFS. D'accord. Et là, on voit un caméra qui n'était pas présent avant, si je ne m'abuse. Device P, Sleep. Device P. RTSP Sleep. Intéressant. Dans SRC. Source. 4RT. SP. J'ai pas les droits. Quoi. Ok. Sudo chmod +6. Pourquoi je suis balcaté? C'est quoi ce délire? Pardon. Ok, donc ça utilise le protocole MQTT, qui est utilisé par l'Internet des objets. Je pense qu'on va le voir dans la prochaine vidéo. Là, je suis en train de prendre de l'avance sur le CTF. Mais c'est un protocole qui est utilisé pour l'Internet des objets, puisqu'ils ont très peu de puissance de calcul. On va pouvoir utiliser le MQTT pour faire communiquer les Internets des objets sur différents réseaux, un réseau type mesh. Et c'est utilisé par l'industrie. Le plus connu, qu'est-ce que je peux vous citer? Facebook Messenger utilise la technologie MQTT. Je pense qu'on en parlera dans la prochaine vidéo. Là, on voit le payload. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il fait son split. Comment le payload? Est-ce qu'il y aurait pas quoi? Il y aurait pas une communication vers l'extérieur? Ça a l'air bizarre. On dirait qu'il y a une petite... Là, il y a un broker. J'ai vu un fichier URL qui passe quelque part. RTSP, all match. Ouais, il va falloir qu'on analyse ça dans la prochaine vidéo. Visiblement, on dirait une communication vers quoi? Un serveur de command and control? id.txt. Falloir creuser. Mais bon, il y a déjà des trucs intéressants. Fine à la racine, type file. Qu'est-ce que je veux? Name, on va utiliser un globe. Name, WLK.
Astérix, ça, quoi? TXT? Et une petite redirection des erreurs vers 2 devs nuls. Peut être pas mal. Histoire de pas être pollué. Putain, j'arrive même plus à taper. Faut que j'arrête. Donc on recherche les fichiers qui appartiennent à root et qui terminent avec l'extension .txt à partir de la racine root. Donc j'analyse, recherche récursive sur l'ensemble du FS, système de fichiers. Ok, là il trouve rien. C'est pas grave. Ouais, mais je suis trop con. Je suis pas sur la machine. Faut que je tape au bon endroit. Quel imbécile. Là, je suis en train de rechercher sur mon FS. FMK. Root FS. Ah, déjà, il aime pas mon pass. Ok, donc il faut un petit chemin absolu. Je suis pas dans le bon endroit. On va lui caler là. Il va être content, j'espère. Ok. Voilà, petit exemple, hein, tranquille, pour comprendre les bases. Rien de bien méchant. Ouais, encore des trucs assez dingues. Donc voilà, il faudrait creuser. Donc vous avez le flag, hein, on vous demande la paraphrase, on l'a vu, c'est santa@2022 si vous avez du mal à répondre aux questions. Et on nous demande quelle est la version, la build number de notre ami rootfs. Très bonne question. On va clipper table. Hein, intéressant. Ça tape sur une build. En quoi? En 2, 6, 31 les amis. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Moi je vous dis à très bientôt. Passez une bonne journée ou une bonne nuit. Ciao ciao.